En 2012, 7 chercheurs de l'université de Syracuse ont voulu étudier l'impact du taux de CO2 dans l'air sur les capacités cognitives humaines. Pour ce faire, ils ont pris un ensemble de 22 adultes qu'ils ont divisés en 3 groupes. Chacun de ces groupes allait tour à tour passer une journée dans le même bureau et dans exactement les mêmes conditions. À une exception près, le taux de CO2 présent dans l'air respiré ne serait pas tout à fait le même. Le premier groupe était un groupe contrôle. Ils allaient avoir un taux dit normal, c'est-à-dire qu'ils allaient respirer un air avec 0,06% de CO2, soit 600 parties par million ou 600 ppm. Le groupe 2, lui, il allait respirer un air à 1000 ppm. Et le groupe 3, 2500 ppm. Alors bien sûr, aucun des participants n'avait connaissance de ce changement, ils savaient juste qu'ils allaient y passer la journée. Pour chaque groupe, après avoir passé plusieurs heures à respirer leur air respectif, on leur a fait passer des examens. Mais pas n'importe lesquels, des tests de management stratégique. En gros, c'est des mises en situation basées sur la vie réelle où les participants doivent prendre des décisions avec les éléments qui leur sont donnés. Ça permet de voir comment ils interprètent les informations, s'ils arrivent à les retenir et surtout s'ils prennent les bonnes décisions. Ils ont été évalués sur 9 critères tels que l'exécution des tâches de base, la mémoire, la prise d'initiative ou encore le raisonnement. Et voici ce qui s'est passé. Ils ont obtenu des résultats complètement différents. Les participants du groupe 2 ont eu des notes inférieures au groupe contrôle dans tous les domaines, avec une perte cognitive moyenne évaluée à moins 15%. Mais le plus fou, c'est pour le groupe 3. En moyenne, leur perte cognitive a été évaluée à moins 50% par rapport au premier groupe, avec des notes dans certains domaines comme la prise d'initiative ou la réflexion stratégique pratiquement réduites à néant. Donc même avec des petites variations de CO2, les conséquences peuvent être dramatiques. Mais si je vous dis qu'à l'ère moderne, respirer plus de 2500 ppm de CO2 c'est devenu une occurrence quotidienne. À l'école, dans les transports, au bureau, dans votre maison, il y a même de fortes chances que vous passiez vos nuits à respirer un air encore plus lourd. Je vais vous faire part d'un immense problème de santé publique dont on n'entend jamais parler, alors qu'il est potentiellement responsable de tout un tas de pathologies respiratoires, en plus d'être associé à une baisse cognitive. C'est la pollution de nos espaces intérieurs. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, le plus gros contributeur, c'est vos propres poumons. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, la vaste majorité du poids qu'on perd en une journée, on le perd en expirant. Mais pas n'importe comment, on l'expire sous la forme de CO2. C'est quasiment 350 grammes de ce gaz invisible et inodore qu'on excrète par jour. Grosso modo, à chaque fois que vous inspirez de l'air, celui-ci va se retrouver propulsé dans vos poumons dans des espèces de minuscules ballons qu'on appelle des alvéoles. Ces alvéoles sont tapissées de vaisseaux sanguins, et leur rôle c'est de mettre le plus d'air possible en contact avec du sang en mouvement. L'objectif c'est que le sang récupère tout l'oxygène dont il a besoin, tout en se débarrassant du CO2. Et il arrive à faire ça grâce à une propriété du gaz, c'est la diffusion. En gros, si deux gaz se touchent, ils vont automatiquement se mélanger pour former un tout plus cohérent. Et comme l'air est riche en oxygène mais pauvre en CO2, et que pour le sang qui arrive dans les alvéoles, c'est l'inverse, une partie de l'oxygène va basculer dans le flux sanguin en l'échange de CO2. Du coup, après quelques secondes, vous allez vous retrouver avec un air lourd en CO2 dans vos alvéoles. Et c'est pour ça qu'on inspire et expire aussi souvent. Expirer permet de se débarrasser progressivement de cet air vicié et de renouveler le cycle. Mais si tout ce mécanisme est franchement une prouesse juste hallucinante, il repose avant tout sur une constante. Il faut que l'air inspiré soit renouvelé. Autrement, l'échange d'oxygène ne se fait plus de façon optimale. Ça, dans la nature, c'est pas vraiment un sujet. Peu importe où vous vous trouvez sur Terre, si vous êtes dehors et que vous expirez, l'air lourd va se diffuser rapidement et vous pourrez reprendre une bouchée d'air frais quasiment instantanément. Mais maintenant imaginez, vous respirez plusieurs minutes dans un sac parfaitement hermétique. En expirant, vous allez à chaque fois un peu plus saturer l'air de dioxyde de carbone, et à chaque fois que vous inspirerez, vous réintégrerez une partie du CO2 rejeté. Bah ça, si vous le faites trop longtemps, je vais pas vous apprendre que c'est hyper dangereux. Mais si je vous dis que c'est probablement ce qui se passe à une autre échelle, dans la pièce où vous êtes actuellement. À notre époque moderne, l'air dans nos espaces intérieurs n'est plus suffisamment renouvelé, et on a tendance à inspirer notre propre CO2. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Octobre 73, le prix du baril passe en quelques semaines de 3 à 18 $, c'est le premier choc pétrolier. Qui a conduit le Premier ministre à faire ce matin un appel à la responsabilité des producteurs et des consommateurs. Sinon, dit-il, nous allons au désastre. Économisons l'essence, économisons le chauffage. Commencez d'abord par isoler votre maison, il ferait des économies sensibles. Dans les années 70, le monde a traversé la plus grosse crise énergétique jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs chocs pétroliers ont fait exploser les prix de l'énergie. Soudainement, la facture du chauffage d'hiver est devenue une préoccupation majeure. Faut savoir qu'avant ça, et depuis des millénaires, toutes nos maisons étaient de véritables passoires thermiques. L'air passait partout et on n'avait pas du tout les technologies nécessaires pour isoler proprement. Les débuts de l'isolation démarrent dans les années 60, mais ce sont les chocs pétroliers qui ont changé la donne et ont poussé l'adoption généralisée des nouvelles techniques, et ça fait maintenant 50 ans que nos maisons sont de mieux en mieux isolées. Mais le problème, c'est qu'on est devenu tellement bon que maintenant on est beaucoup à vivre dans des boîtes parfaitement hermétiques où l'air ne circule plus. Et c'est ce manque d'aération qui est responsable de tout un tas de problèmes.
La quantité de CO2 dans une pièce bien isolée mais mal aérée peut très vite passer de 500 à 1000, 2000, 5000, voire même 10 000 ppm. Alors déjà, il y a les conséquences neurologiques dont on parlait tout à l'heure, mais c'est pas tout. À partir de 1000 ppm, certaines personnes décrivent un sentiment de lourdeur, de chaleur dans le haut du corps ou de début de maux de tête. Ce niveau est aussi associé à une sensation d'avoir les yeux qui piquent, le nez qui démange ou la gorge sèche. À partir de 1500 ppm, ça affecte aussi votre sommeil. On constate une réduction du temps total en sommeil profond. A l'inverse, si vous êtes éveillé, à 1500 ppm, la plupart des gens ressentent une sensation de fatigue, avec des difficultés à se concentrer. C'est d'ailleurs complètement contradictoire, mais les écoles ont souvent des taux supérieurs à 1500 dans les salles de classe. C'est pas si surprenant parce que si vous mettez 30 personnes dans une pièce fermée, l'air peut vite saturer. Or, plusieurs études mettent en lien le manque de ventilation dans les écoles et la baisse des résultats scolaires. Mais il y a encore plus grave. En 2010, une étude a cherché à comparer la ventilation en hiver dans plusieurs écoles de différents pays européens et voir s'il y avait un lien avec la prévalence de certaines maladies respiratoires. Sur les 6 écoles analysées en France, aucune d'entre elles ne respectait le taux de renouvellement minimum recommandé contre 89% en Suède. Or, les enfants français avaient en moyenne 2 fois plus de chances d'avoir de la toux que les enfants suédois. Mais pire encore, la France présentait en moyenne 50% d'enfants en plus avec les symptômes de l'asthme. Les années 70 ont vu l'explosion du nombre d'asthmatiques. Cette maladie qui était jusqu'alors assez rare est devenue de plus en plus commune, mais uniquement dans les pays les plus développés. Il est montré clairement qu'il existe un lien entre les pics de pollution et la survenue de crises d'asthme qui nécessitent soit des consultations aux urgences, soit une majoration du traitement chez l'enfant à domicile. Mais il y a encore un aspect dont on n'a pas parlé, c'est qu'un air non ventilé est fortement corrélé avec la présence de composés volatiles toxiques. Ces polluants sont le plus souvent produits avec l'usure normale de vos meubles, de vos peintures, de vos vêtements, mais on en produit aussi des quantités énormes quand on cuisine ou quand on fait le ménage avec des détergents. Parfois on les ramène aussi de l'extérieur, typiquement au printemps quand tout est en fleurs. Et si vous êtes dans une pièce pas suffisamment ventilée, vous allez passer la journée à respirer ces composés. Et c'est pas du tout anodin. Avant les années 70, seulement 2 à 3% de la population française avait des allergies respiratoires. En 2010, c'était 30%. Donc comment on fait pour avoir un air bien renouvelé? Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de votre isolation. L'objectif, c'est de créer des courants d'air. Pourtant, je suis sûr que comme moi, vous avez déjà entendu vos parents ou vos grands-parents vous dire que si vous restez dans le courant d'air, vous allez tomber malade. Ou pire encore, si vous décidez de dormir avec un ventilateur sur la tête, c'est la mort assurée. Du coup, j'en profite pour briser ce mythe. Vous ne pouvez pas tomber malade juste parce que vous êtes dans un courant d'air, et attraper froid, ça n'existe pas. Sinon, les enfants suédois dont on parlait plus tôt seraient tous malades. S'il n'y a pas une personne malade à côté de vous qui vous tousse dessus, il n'y a rien qui peut spontanément vous infecter. En fait, ce qui est fou, c'est que ça devrait être l'inverse. On devrait avoir peur de l'air stagnant au même titre qu'on a peur de l'eau stagnante. Donc, pour en revenir à nos solutions, le plus simple et le plus efficace à court terme, c'est d'ouvrir en grand les fenêtres pendant 5 minutes, plusieurs fois par jour. C'est d'autant plus important quand vous cuisinez ou quand vous faites le ménage. Je vous encourage sérieusement à en faire une habitude. En revanche, malheureusement, au long terme, c'est pas suffisant. L'air devrait pouvoir se renouveler en permanence, même l'hiver. Bon, je suis pas chauffagiste et vos besoins dépendront de tout un tas de choses que je ne peux pas prendre en compte dans une seule vidéo. Mais il y a 3 points communs à tout système d'aération qui fonctionne. Premièrement, il faut que dans chacune de vos pièces de vie, il y ait des entrées d'air. Si vous avez des trappes à côté de vos fenêtres ou des barrettes en plastique installées dessus, c'est à ça qu'elles servent. Deuxièmement, l'air doit pouvoir sortir à un autre endroit de la pièce. Pour ça, vous pouvez compter sur les ouvertures qu'il y a à proximité de vos fenêtres et ou vous appuyer sur une ventilation mécanique, qu'on appelle aussi une VMC. Dans les deux cas, assurez-vous qu'elles n'ont ni été bouchées par la crasse, ni par quelqu'un. On est beaucoup à avoir volontairement bouché nos aérations l'hiver pour éviter que l'air froid ne rentre. Ça vous coûtera certes un peu plus cher en chauffage, mais honnêtement pas autant que vous le pensez, mais surtout votre santé n'a pas de prix. Et enfin, la troisième condition pour que votre ventilation fonctionne, il faut que l'air puisse circuler entre les pièces. Si les entrées et les sorties ne communiquent pas, l'air va très peu se renouveler. Pour vous illustrer la chose, j'ai acheté ce compteur de CO2 que j'ai installé dans ma chambre. Les 3 fenêtres de mon appartement ont des trappes qui permettent à l'air de rentrer. Et il y a 2 bouches de VMC pour laisser l'air sortir. Mais la première nuit, l'air est monté à 4500 ppm. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, j'ai fermé la porte. Une entrée d'air sans sortie ne suffit pas à renouveler l'air. Il faut qu'il puisse circuler. Pour tout vous dire, normalement nos portes devraient avoir un espace de 2 cm avec le sol pour éviter cette problématique. Mais c'est rarement le cas. Du coup, pour tester, la deuxième nuit, j'ai juste laissé la porte ouverte et on est resté à 800 ppm max. Bon, en toute transparence, j'ai dû oublier plein de trucs, et je laisse les experts nous faire savoir en commentaire ce qu'il faut faire, mais vous avez le gros des enjeux. Donc pensez à regarder vos ventilations et si l'air peut circuler. Et si l'air ne circule pas, parlez-en à votre propriétaire. Et si c'est vous le propriétaire, pensez dans la mesure du possible à faire appel à un chauffagiste pour avoir ses conseils. Je sais, c'est certainement pas donné, mais encore une fois, votre santé et celle de vos locataires n'a pas de prix. Votre maison, c'est le plus important parce que c'est là où vous, et potentiellement vos enfants, vous passez le plus de temps. Mais c'est un enjeu qui concerne aussi tous les lieux publics et les bureaux, surtout ceux qui accueillent beaucoup de personnes dans un espace assez restreint.
Je pense notamment aux salles de classe, aux bars, aux open space et aux salles de sport. On y retrouve souvent des taux beaucoup trop élevés et ça peut affecter les performances. Mais c'est un sujet qui concerne aussi tous les transports. La semaine dernière, j'ai enregistré 2500 ppm dans le métro alors qu'il était même pas bondé. Autrement, je tenais à avertir mon public motard de faire attention quand vous êtes à l'arrêt. Du fait de vos casques, vous vous retrouvez régulièrement avec des taux supérieurs à 10 000 ppm, ce qui revient à respirer dans un sac hermétique. Ceci dit, l'air retrouve un équilibre normal quand vous êtes en mouvement. Bon, et du coup, c'est quoi le rapport avec le changement climatique? Eh ben, il faut savoir que pendant des milliers d'années, le taux de CO2 dans l'air est resté exceptionnellement stable avec environ 280 ppm. Ça veut dire que la quantité de CO2 produite sur Terre était plus ou moins égale à la quantité de CO2 absorbée, notamment par les végétaux. Depuis l'ère industrielle, on est passé à des taux de CO2 beaucoup plus élevés, avec en moyenne 450 ppm. La raison principale à ça, c'est qu'on est allé extraire sous forme de charbon ou de pétrole le CO2 qui avait été notamment absorbé il y a plusieurs millions d'années par des centaines de milliards de végétaux, et on l'a réinjecté dans l'atmosphère. Si on continue à transplanter le CO2 préhistorique du sol vers l'atmosphère, certaines projections indiquent que le taux de CO2 dans l'air sera de base à 1000 ppm d'ici 2100. Donc nos descendants seront potentiellement 15% plus stupides que nous.